mais évidemment que la politique d'immigration, telle qu'elle nous est imposée aujourd'hui, je veux dire, alimente ce fléau du trafic de drogue. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau grand entretien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Ravier, sénateur et conseiller municipal de la ville de Marseille. Bonjour Stéphane Ravier. Bonjour. Alors, première question, en tant qu'élu local de la ville de Marseille, votre ville est sans cesse brocardée comme étant la pire en matière de trafic de drogue. Est-ce que vous, au quotidien, vous avez cette impression ? J'ai bien peur que ça soit vrai. Autant on en fait des caisses quelquefois sur Marseille, mais là pour le coup, puis c'est tellement vendeur Marseille, parce que si vous allez à Grenoble, dans certaines villes de Seine-Saint-Denis, à Lyon, le problème du narcotrafic il est national, hein, c'est pas seulement à Marseille. Mais il est vrai qu'à Marseille ça a pris des proportions, parce que c'est de là que tout est parti. On va pas remonter à la French Connection des années 70, mais il est vrai que le phénomène a gangréné la ville entière, quasiment. C'est pas seulement une activité dans les quartiers nord, dans les cités, c'est sur toute la ville. Et le trafic s'est tellement développé, les conséquences financières sont telles que l'enjeu financier est tel que eh bien, les réseaux sont organisés désormais en narcotrafiquants, à la manière de ce qui peut se passer en Amérique du Sud. Je crois que les magistrats marseillais eux-mêmes l'affirment aujourd'hui. Ça s'est professionnalisé et ce sont des centaines et des centaines de cités et de points de deal qui sont désormais bien ancrés dans la ville de Marseille, même si certains ont été démantelés. Ça a été vite compensé par les Uber Sheets. On livre maintenant, on livre à domicile. Les trafiquants s'adaptent assez vite, évidemment. Donc c'est un phénomène qui déstabilise désormais la ville entière. Donc, on n'a pas voulu m'écouter. Bon, ça fait plus de 20 ans que je tire la sonnette d'alarme, mais on a préféré regarder ailleurs, parce que quand l'on deal et que l'on se remplit les poches, eh bien, les cités sont calmes. Et on fait croire qu'à Marseille, tout se passe bien, tout se passe mieux qu'ailleurs, grâce à la politique locale, grâce à la politique menée par la majorité municipale, grâce à l'OM, grâce au soleil, grâce à plein de choses locales. Mais c'est non, pas en une réalité, réalité. la paix sociale, pour ne pas dire la paix ethnique, a été achetée parce qu'on a préféré regarder ailleurs, pendant que le trafic de drogue commençait à s'implanter, se développer. Alors justement, donc, Marseille, malheureusement, l'un des principaux laboratoires des problèmes que connaît la France. Et justement, le trafic de drogue semble souvent s'organiser autour de groupes d'origines différentes. Question, est-ce qu'un meilleur contrôle de l'immigration permettrait de réduire ce fléau ? Un meilleur contrôle de l'immigration permettrait de réduire de nombreux problèmes dans notre pays. Mais il est vrai qu'à Marseille, et plus seulement à Marseille, puisque leur victoire est totale sur la ville, la DZ Mafia. DZ, ça veut dire Algérie. Donc quoi, c'est clair, la référence est claire. Il y avait une lutte avec le clan des Comoriens et le groupe Yoda. Donc la DZ Mafia, avec des moyens ultra violents, à rafaler en pleine rue, à kidnapper un dealer, le mettre dans un coffre de voiture, incendier la voiture alors que le dealer n'est pas tout à fait mort. Enfin, les moyens les plus barbares, les plus violents, ce sont des messages envoyés à l'équipe, j'allais dire à l'équipe adverse, au camp adverse, pour démontrer que l'on est prêt à tout, y compris la violence la plus atroce, pour conserver et gagner des parts de marché. Donc c'est la DZ Mafia qui a remporté la partie, et donc avec une référence très claire d'une entité étrangère, d'un pays étranger, en l'occurrence l'Algérie. Et il est donc évident que la maîtrise de l'immigration nous permettrait de combattre plus efficacement ce phénomène en se rappelant et peut-être même en découvrant pour
ceux qui nous écoutent, que 50% des petites mains, vous voyez, les choufs, c'est ceux qui observent, le chouf c'est un mot arabe, hein. Là aussi on voit bien que le vocabulaire n'est pas d'origine bretonne, eh bien on se rend compte que la police marseillaise vous dira, elle me dit, et donc le ministre de l'Intérieur ne peut pas ne pas le savoir, que 50% des petites mains, non seulement ce sont des étrangers, mais des clandestins. Des clandestins. Donc on voit bien que l'immigration illégale est déjà une composante essentielle du trafic de drogue. Et puis ensuite, dans la hiérarchie, on se rend compte que les leaders, les patrons se réfugient dans des pays qui ne sont pas d'Europe du Nord, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. On les retrouve au Qatar, on les retrouve au Maroc, on les retrouve dans leur pays d'origine, qui sont aussi, pour certains, des pays qui ne coopèrent pas tout le temps avec la police française. Mais évidemment que la politique d'immigration, telle qu'elle nous est imposée aujourd'hui, alimente ce fléau du trafic de drogue, et de façon plus générale, 65% de la délinquance à Marseille, chiffre du ministère de l'Intérieur, je crois que c'est 67, est le fruit pourri des étrangers. 65% de la délinquance à Marseille est le fait des étrangers. Et on ne compte pas les binationaux. Et on ne compte pas les Français d'origine étrangère. Donc on voit bien, encore une fois, que de façon globale, et en particulier pour le trafic de drogue, l'immigration est une composante essentielle, je n'oserais pas dire exclusive, mais presque, du trafic de stupes. Et pour rappeler à quel point les politiques sont dans l'aveuglement volontaire, voilà, ce chiffre que je viens de vous donner sur l'immigration clandestine, 50% des petites mains, etc. Eh bien, le ministre de l'Intérieur, celui qui fut ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui est venu à Marseille il y a quelques mois pour nous présenter son plan anti-stup, précisément sur la ville, eh bien, nous sort des propositions intéressantes, un constat qui ressemblait effectivement à la réalité. Mais dans toute son intervention, il n'aura jamais prononcé le mot immigration, et donc jamais le mot expulsion. Donc on s'interdit, en réalité, à partir de là, de s'attaquer réellement, avec efficacité, à ce fléau. Mais alors, justement, pour lutter contre ce fléau, est-ce que, au-delà d'un meilleur contrôle de l'immigration, est-ce qu'il y a d'autres solutions? Il y a évidemment, alors je dirais, c'est une chaîne, hein, il n'y a pas un seul... l'immigration, c'est le point essentiel, évidemment. Moi, ça fait des années que je demande à ce qu'il y ait une campagne de prévention déjà. Vous voyez, je passe uniquement dans le tout sécuritaire. Mais on me dit, on ne peut pas faire de campagne de prévention dans les médias classiques comme on peut le faire contre l'alcool ou l'alcoolisme. À partir du moment où le stup est interdit à la consommation, on ne peut pas, communiquer sur la prévention de cette consommation et sur ses conséquences sur la santé. Tant pis, il faut prendre la réalité en compte. Puisqu'il y a une consommation qui crée ce trafic, cette consommation sur le consommateur, elle a des conséquences sur sa santé. Donc moi j'estime que malgré tout, il faudrait qu'il y ait une campagne sur le long terme, hein, de prévention de la santé. Donc il faut mobiliser le ministère de la Santé dans les écoles, dans les associations, dans les médias, pour que l'on sache que fumer du cannabis, ce n'est pas une drogue dure, ce n'est pas une drogue douce, pardon, c'est de la merde. Vous voyez, ça vous attaque le cerveau, ça vous détruit les cellules qui ne se reconstitueront pas, qui ne se renouvelleront pas. Contrairement, je dirais, à la cigarette, si vous arrivez à vous arrêter de fumer, vous pouvez, vous nettoyer petit à petit, le corps finit par, dans de nombreux cas, à nettoyer les poumons. Ce n'est pas le cas pour le cerveau. Donc il faut que les gens le sachent, mais ils ne le savent pas ou ils ne veulent pas le savoir. Donc de la prévention dans les associations, et puis évidemment dans les écoles, mobiliser donc le ministère de l'Éducation, le ministère des Sports, etc. Vraiment une cause nationale. Oui. Une cause nationale. Et puis évidemment, à un moment donné, la police, la justice,
le ministère des Affaires étrangères, qui doit aussi être en contact avec ses homologues des pays producteurs. On sait d'où ça vient. Je dirais le ministère des Armées aussi, on sait que ça vient, la cocaïne a envahi pas seulement Marseille, pas seulement la France, mais l'Europe. Ce sont des tonnes. Il suffit d'écouter Xavier Hofer, le criminologue qui vous a expliqué l'année dernière déjà, en tout cas qui m'expliquait qu'il s'était rendu en Colombie et que pour interroger pas seulement, il va à la source policière, mais il va à la source aussi, je dirais, de l'agriculture. On lui a appris que la production de feuilles de coca en Colombie l'année dernière ou il y a 2 ans n'avait jamais été aussi bonne. Il y a une explosion de la production qui nécessairement va entraîner une explosion de la production de cocaïne. Et quand l'on apprend dans les médias que la douane a saisi 1 tonne, tout le monde se félicite, 1 tonne, 2 tonnes, voire 3 tonnes, c'est une bonne nouvelle. Mais en réalité, ça veut dire qu'il en est rentré 10 fois plus. Parce qu'il y a une production en amont qui a explosé. Il faut donc prendre toute la chaîne en considération pour agir à tous les niveaux. Mais c'est ce qu'on ne fait pas. C'est ce qu'on ne fait pas. Donc il est urgent de prendre en considération les conséquences sur la santé publique et les conséquences sur, j'allais dire, la criminalité, le fait que des milliers de jeunes sont coupés des réalités sociales en tombant dans le trafic. Et en tout cas, pour ces jeunes qui sont étrangers ou binationaux, eh bien, alors, les binationaux, ils sont français, il faut réformer la loi de manière... Il faut les déchoir de leur nationalité française pour les expulser. Il y a plusieurs décisions à prendre. Faut-il avoir le courage de les prendre? C'est essentiellement ça qui manque dans notre pays, le courage politique. Malheureusement. Je vais revenir sur quelque chose que vous avez dit. Vous avez parlé de la police, mais qu'en est-il des forces de police à Marseille? J'allais dire, je leur tire mon chapeau. Mais vraiment, il faut qu'ils aient la foi, une foi, pour continuer à se lever le matin et aller au combat. C'est un combat qu'ils mènent vis-à-vis de la criminalité. Alors, j'allais dire, la criminalité, la petite délinquance jusqu'au plus gros criminels. Je veux dire, ça, ils le savent, ils vont au feu, c'est leur métier, c'est leur passion, ils ont ça en eux. Le plus gros problème, c'est qu'ils n'agissent pas sur un seul front. C'est qu'ils font le boulot. Ils le font, ils en arrêtent. Des tonnes de trafiquants, de voleurs, de violeurs, de cambrioleurs, ils en arrêtent. À l'appel, ils font leur métier. Et dans des conditions humaines et matérielles compliquées, parce qu'il manque de moyens humains, il manque de moyens... Écoutez, le responsable d'un arrondissement, je ne dirais pas lequel, d'un arrondissement marseillais, un responsable policier, me disait que sa voiture avait 230 000 km et que lors de la dernière intervention, il pensait ne pas pouvoir arriver sur place parce que la voiture faisait un tel bruit qu'il pensait qu'elle allait tomber en panne. C'est quand même assez important, les moyens de se déplacer pour la police. Bon, on en est là. Donc ils doivent agir avec des boulets aux pieds. Et une fois qu'ils ont fait leur métier, malgré tout, qu'ils ont arrêté les fauteurs de troubles, les délinquants, les criminels, il y a encore la justice derrière. La justice qui est injuste, qui ne condamne pas. Pas tout le temps, parce qu'il y a quand même des juges qui condamnent, évidemment, heureusement. Mais il y a des idéologues, les magistrats du syndicat de la magistrature, qui vont trouver dans le délinquant, non pas un délinquant, mais une victime de la société, qui ne décideront donc pas de les incarcérer. Et quelquefois, quand on veut les incarcérer, il n'y a pas assez de place en prison. Ou alors, lorsqu'ils sont étrangers, ils devraient prononcer l'expulsion. Et quand ils prononcent l'expulsion, eh bien, c'est le pays d'origine qui refuse, comme l'Algérie par exemple, qui refuse de délivrer les laissez-passer consulaires. Donc ils vont être dans les centres de rétention pendant X jours. Ils vont nous coûter 600 € par jour, entre 600 et 700 € par jour. Et au final, ils vont être libérés. Donc vous avez des policiers qui, malgré tout, font leur métier dans des conditions difficiles, mais derrière, tout est détricoté en raison d'un manque de moyens, d'un manque de fermeté. Vous voyez, c'est quand la chaîne est reconstituée, à un moment donné, il va y avoir un maillon qui est encore brisé et qui va annuler tous les efforts qui auront été faits en amont. Donc
C'est pour ça que moi je dis que je tire mon chapeau à la police parce qu'ils font vraiment un métier de plus en plus dangereux. Et puis j'ai oublié quand même aussi le front médiatique. Certains médias qui n'hésitent pas, et politiques, qui n'hésitent pas au mieux à les critiquer, à les soupçonner et au pire à les accuser de racisme systémique, hein, de Libération jusqu'à LFI. Donc ils sont sans cesse la cible d'attaques dans le dos. S'ils n'avaient que le délinquant en face à affronter, ce serait beaucoup moins compliqué. Mais même lorsqu'ils ont fait leur métier, ils doivent subir des pressions et des attaques, ce qui constitue pour eux évidemment une grande difficulté supplémentaire. Mais est-ce que vous pensez que cette situation de chaos peut-elle dans un avenir proche s'améliorer? Ça dépend qui on a aux manettes, quoi. Si on a à Marseille, si on continue à avoir à Marseille un Benoît Payan, socialiste, non encarté, mais tellement de gauche, avec une équipe d'ultra-gauche, l'année prochaine, s'il devait être réélu, il ne pourrait l'être qu'avec l'appui de la France insoumise, qui veut le désarmement de la police municipale. La police municipale, quand je dis la police, c'est vraiment la police, la gendarmerie, enfin les forces de l'ordre, hein, la gendarmerie et la police municipale, selon les zones. Eh bien, ils sont tous animés d'une volonté de rétablir l'ordre républicain, de protéger les honnêtes gens, leur protection physique et matérielle. Mais quand vous êtes sous la pression politique de ceux qui estiment que en la police il y a un racisme systémique, que la police tue, que la police municipale il faut la désarmer, comment voulez-vous que les choses s'améliorent? On a bien vu lors des dernières émeutes à Marseille, c'est pas le GIGN qui est intervenu, cette unité d'élite qui est intervenue, ça me reviendra, qui n'est pas du tout habitué, c'est pas son métier d'intervenir dans l'agitation urbaine, dans les révoltes ethnico-urbaines. Bon, mais on lui a demandé d'intervenir, elle est intervenue selon ses méthodes, méthodes pour lesquelles elle a été formée, des méthodes musclées. Oui. Eh bien, ces agents ont été emmerdés au possible. Il y a eu des plaintes. Bon, le ministre ne les a pas lâchés, pour une fois. Donc, si à un moment donné, comme c'est le cas aujourd'hui, on ne soutient pas la police, alors que la situation ne fait que s'aggraver, voire dégénérer avec des pics d'émeutes ethnico-urbaines, le chaos se rapproche chaque jour un peu plus. Et il faudra employer à ce moment-là des méthodes encore plus viriles. Sinon, on sera submergé. Là, vous savez, lorsqu'il y a eu les émeutes à Marseille et partout en France, ils se sont attaqués au commerce. On est allé faire ses courses, quoi. Hein. On est allé chercher le dernier smartphone à la mode. Mais la prochaine fois, ils iront se servir dans les villas des CSP+, des quartiers les plus riches de Marseille, les quartiers les plus riches de Paris. On ira directement chez l'habitant. Peut-être même chez certains journalistes de Libération, qui appelleront vite la police. Ou chez certains députés de LFI, qui appelleront une fois de plus la police lorsqu'ils sont menacés. Mais ce sera peut-être trop tard. Même si moi je suis un éternel optimiste, et que j'estime que si on donne les moyens à la police, à la justice, au ministère des Affaires étrangères, si on donne les moyens, si on vote des lois, eh bien la situation évidemment peut très vite changer. Mais il faut du courage pour ça. Effectivement, et justement, est-ce que vous, Stéphane Ravier, vous avez un jour l'ambition de devenir maire de Marseille, et notamment pour lutter contre tous ces fléaux? J'avais cette ambition que de servir ma ville, mais j'ai préféré, il y a quelques semaines, annoncer que je ne serai pas candidat à l'occasion des élections municipales de mars 2026. Et j'ai appelé à soutenir la candidature de Franck Alizio, qui est le candidat du Rassemblement national. Les sondages, puisque ma candidature possible était prise en compte, nous accordaient à lui et à moi des scores possibles allant au-delà de 10, voire de 15% chacun. Oui. Alors vous avez 15% d'un côté, 15% de l'autre.
au soir du second tour, eh bien c'est toujours 15% d'un côté, 15% de l'autre. C'est pas 30. C'est trop tard pour additionner. Donc je me suis dit que j'avais toujours dénoncé la droite la plus bête du monde dans les années 90 et début des années 2000, et c'est encore le cas aujourd'hui, même s'il y a l'exception Ciotti, la jurisprudence Ciotti. Eh bien, j'ai toujours dénoncé cette folie que de laisser la place à une gauche minoritaire en raison d'une droite qui refusait de s'allier avec le Front National à l'époque, Rassemblement National aujourd'hui. Et j'ai trouvé ça suicidaire, et ne cessant de blâmer ceux qui finalement avaient le doigt sur la couture devant les ordres lancés par la gauche, ce fameux Front républicain, pas d'alliance avec le camp national. Donc j'ai constaté que j'allais devenir le représentant de la droite nationale la plus bête du monde. J'allais être le Marseillais le plus bête du monde. Alors qu'il y a une chance, il y a vraiment une opportunité à Marseille l'année prochaine de remporter la ville. Parce que Franck et moi, nous avons le même électorat. Et je pense que l'on peut raisonnablement additionner son score potentiel et celui qui aurait pu être le mien. Et que nous pouvons, et qu'il peut être en tête au soir du premier tour, et qu'il pouvait être en tête au soir du premier tour, à la condition que je ne sois pas candidat. Eh bien, c'est ce que j'ai pris en compte dans l'intérêt de Marseille et des Marseillais. Car personne n'est au-dessus de Marseille. Marseille a 2600 ans d'histoire, et je souhaite que le mot fin ne s'inscrive pas au bas de la page, de ce qui serait une dernière page de l'histoire de Marseille au soir du deuxième tour de l'élection municipale de l'année prochaine, parce que si la gauche conserve le pouvoir, ce sera vraiment la fin de Marseille, la fin du peuple historique de Marseille, de ses traditions, de sa culture, de son histoire, la fin d'une ville de Marseille, marseillaise, provençale, française, chrétienne. Ça, je ne pouvais pas porter cette responsabilité. Je préfère porter la responsabilité d'un regain et d'un renouveau marseillais, provençal, aux racines chrétiennes affirmées. Voilà. Donc je soutiens Franck, et on fait quelques actions en commun, et on va continuer à les faire jusqu'au mois de mars pour que nous puissions remporter la victoire. Et on va parler à présent justement un petit peu du Rassemblement national. Jordan Bardella est crédité d'environ 35% des voix et semble quand même mener une ascension assez irrésistible vers le pouvoir. Qui tremble. Est-ce que vous regrettez d'avoir quitté le Rassemblement national, sachant que vous étiez quand même l'un des élus les plus enracinés? Je le reste. Je le reste. Écoutez, ça c'est de l'histoire ancienne. Vous savez, en politique, ça va très vite. Je l'ai quitté en 2022, nous sommes en 2025. 3 ans, c'est presque une éternité. Il n'y a qu'à voir comment évolue humainement le Rassemblement national. Moi, qu'il ait retrouvé, je dirais presque, en tout cas physiquement, à travers déjà quelques actions en commun avec Franck, j'ai rencontré des gens que je découvrais, qui n'étaient pas au Rassemblement national, qui n'étaient pas militants il y a 3 ans. Nouvelle génération, il y a aussi des quinquas qui ont fini par le rejoindre, et puis il y a des jeunes de 20, 30 ans qui sont même militants. Vous voyez, donc ça change. Écoutez, le principal, c'est que nous puissions créer cette union, déjà à Marseille, cette union de la droite nationale, du camp national, en tendant la main à des élus et aux électeurs surtout, des élus locaux qui en ont marre de la ligne, ou des lignes, parce que le problème de la droite, c'est qu'il n'y a pas qu'une ligne, il y a plusieurs lignes, des lignes suicidaires, une politique suicidaire qui fait le jeu de la gauche et de l'ultra-centre, du macronisme, et qui, eux aussi à Marseille, rejoignent le camp national. Donc déjà, à Marseille, de créer cette dynamique, sans nécessairement reprendre ma carte. C'est pas le sujet, quoi. C'est pas le sujet. Le tout, c'est vraiment d'être d'accord sur un constat, et ça, on est tous d'accord, et d'être d'accord sur des propositions pour sortir la ville de l'ornière dans laquelle elle se trouve. Et ça, c'est un
je dirais c'est un acquis. Ça, c'est une réalité, donc c'est très encourageant. Ensuite, Jordan qui... et Marine aussi n'est pas encore mise tout à fait hors circuit, hors jeu, par une justice plus que partiale, là aussi, plus que politisée. Donc attendons quand même ce que la justice va décider, mais on ne peut pas non plus écarter la candidature de Jordan. Et l'un comme l'une comme l'un atteignent des sommets, comme quoi il ne faut jamais désespérer en politique. Il ne faut jamais désespérer, et les Français sont en train d'ouvrir les yeux. Il était temps, il était temps. On n'est jamais si bien fleuri que par soi-même. L'ancien que je suis, et qui est le représentant de beaucoup d'anciens anonymes, colleurs d'affiches, qui ont dû avaler des couleuvres en ayant été traînés dans la boue, pour ne pas dire dans une autre matière, pendant des années. Je rends hommage aux anciens, d'avoir labouré le terrain, d'avoir affronté les pires attaques, et pas seulement politiques, quelquefois, et qui permettent aujourd'hui à la jeune génération d'espérer atteindre les plus hauts sommets, et notamment l'Élysée. Ça a été un travail de longue haleine de plusieurs décennies, du créateur du Front National jusqu'à celui qui est aujourd'hui le président du Rassemblement National. Chacun y a apporté sa pierre. Certains y ont apporté leur sang, leur sécurité physique, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Donc c'est vraiment un travail en commun qui finit par payer. Et c'est tant mieux, parce que la France est vraiment au bord du précipice. Et aujourd'hui, au niveau national, qu'en est-il de l'union des droites? Vous pensez réellement qu'un jour, elle pourra mener la droite au pouvoir en France? Elle est majoritaire en tout cas. La ligne de la droite, la ligne de droite, avec des nuances. Il y a des nuances. Autrement, il n'y aurait qu'un seul parti. Oui. Évidemment qu'il y a des nuances. Alors, il y a de fortes divergences avec des Xavier Bertrand, des Valérie Pécresse, des gens qui osent encore se dire de droite et qui n'en sont pas, quoi. À Marseille, vous avez Martine Vassal, qui est la représentante de la droite, mais qui est flanquée, et elle ne s'en cache pas. Elle prétend même, elle affirme même que c'est une bonne chose que d'être unie avec l'extrême centre, avec les macronistes. Donc quand on est de droite, on n'est pas macroniste. C'est tromper les électeurs. Et c'est vrai, c'est tout aussi vrai au niveau national. Donc quand on se dit de droite, il ne suffit pas de se dire de droite, il faut le prouver. C'est comme l'amour, quoi. Les déclarations d'amour, c'est une chose, mais ça ne suffit pas. Il faut des preuves d'amour. Oui. Eh bien, il faut des preuves de droite. Bruno Retailleau, bon, il est de droite par la salive. Par la salive, c'est un homme de droite, il n'y a pas de doute. Il a des valeurs, il y a des déclarations, il y a des engagements, on sent qu'il a des convictions qu'il exprime. Mais une fois qu'il a les moyens de les concrétiser, quand il est en charge du ministère de l'Intérieur, ça se dégonfle, quoi. Et quand on est de droite, la première vertu, je crois, c'est d'être courageux. C'est d'être courageux, voilà, de dire à la gauche, c'est nous qui sommes au pouvoir, comme le fait la gauche. Vous savez, la gauche, quand elle gagne, à Marseille, quand elle a gagné en 2020, eh bien, elle n'a pas honte d'être de gauche. Elle applique un programme de gauche. Moi, ça ne m'étonne pas, ça ne me choque pas. Évidemment, je suis horrifié par ses conséquences, mais quand Benoît Payan dit « je veux faire de Marseille une ville accueillante pour les migrants », et qu'il accueille donc le bateau d'SOS Méditerranée, qu'il subventionne chaque année à hauteur de plus de 100 000 € SOS Méditerranée, ça ne me choque pas puisqu'il est de gauche et il applique une politique de gauche. Donc quand on est de droite et que l'on gagne une élection sur un programme de droite, eh bien il faut appliquer son programme. Et quand on est ministre de l'Intérieur, que l'on a fait un constat et que l'on a les solutions par la salive, ben maintenant mon pote, il va falloir que tu les appliques. Sinon, écoute, il fallait rester dans ce confortable Sénat où les décisions ne sont qu'assez rares quand même. Donc la première vertu quand on est de droite, c'est d'être courageux. De dire à la gauche, écoutez, on va faire comme vous, on va être fiers de ce que l'on est et on va être fiers de ce que l'on va faire. Parce que le peuple français, dans sa grande majorité, le réclame. Alors, l'union des droites, ce n'est pas une fin,
Parce que j'entends ici ou là, mais moi, je ne suis pas pour l'union de droite, je suis pour l'union des Français, je veux rassembler tous les Français. Bien sûr, mais avant de rassembler tous les Français, je crois qu'il faut en rassembler une majorité pour obtenir le pouvoir. Et ensuite, avec une politique audacieuse et pertinente, on rassemblera davantage. Donc la première des choses à faire, c'est de rassembler son camp. Et il est majoritaire, notre camp de droite, des droites. C'est un moyen, ce n'est pas une fin, l'union des droites, c'est un moyen. Eh bien, ça commence à venir. Ça commence à venir. Il y a des Ciotti, puis il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Et c'est ce qui permet, je crois, à Jordan Bardella, qui a des positionnements de droite, assumés, eh bien, de convaincre. C'est vrai, pas seulement à droite, mais essentiellement à droite. Il ne faut pas en avoir honte, ce n'est pas une maladie d'être de droite. C'est plutôt ce qui nous permettra de sortir, encore une fois, ou d'épargner au pays le chaos total. Mais est-ce que alors on y travaille jour après jour. Voilà. Et puis les faits, ce sont les faits eux-mêmes qui nous donnent raison. L'immigration de remplacement, l'islamisation au quotidien, de notre quotidien, de notre environnement, de notre savoir-être, de notre savoir-vivre. Benoît Payan, c'est une mosquée par mois, hein. C'est une mosquée par conseil municipal. Il l'assume. L'hyperfiscalité, l'abandon des valeurs familiales, traditionnelles, la honte, voire même le rejet de nos racines chrétiennes, tant au niveau local à Marseille que national. Moi, je n'ai pas peur de dire que si en tant que sénateur, je dois mener une action laïque parce que la République est laïque, je suis français, je n'oublie pas que la France est chrétienne depuis 1500 ans et qu'elle est sous la double protection de la Sainte Vierge et de Sainte Jeanne d'Arc. Ce sont nos racines, c'est dans notre, j'allais dire dans notre sang. C'est ce que font tous les pays du monde. Tous les pays du monde sont fiers de leur histoire, de leurs racines religieuses, chrétiens quand ils sont chrétiens, musulmans quand ils sont musulmans, etc. Il n'y a que la France, le peuple français, à qui l'on a appris à se détester. On lui a imposé. Eh bien, moi je crois qu'on peut lui faire comprendre qu'il a des centaines de raisons d'être fier de ce qu'il est, ce peuple français, de son histoire, de sa culture, de ses traditions, de ses racines chrétiennes. Ça demande de renverser la table, pas de faire table rase du passé, ça c'est ce que fait la gauche, mais de renverser la table et de remettre l'église au milieu du village. Voilà, la fierté d'être de droite, c'est aussi, et c'est d'abord, la fierté d'être français. Et pour parler de Jordan Bardella et de Marine Le Pen, est-ce que aujourd'hui on peut considérer que le Rassemblement national est totalement un parti de droite ? Alors, Marine Le Pen vous dira que non, et ce n'est pas faux. Il y a, j'ai rencontré là, depuis quelques semaines, c'était moins vrai avant. Il y a des patriotes de gauche. Moi, j'ai rencontré des Marseillais. Moi, avant, je votais à gauche, ou je votais au centre, et qui, je dirais, par la réalité qu'ils ont sous leur fenêtre maintenant. Parce que tant que le problème était chez le voisin, dans la rue d'à côté, avant c'est pas chez moi, vous savez. Bien sûr. C'est à Strasbourg, c'est pas encore chez nous. Et puis après c'était dans l'arrondissement. Ah non, mais c'est pas encore chez moi, l'arrondissement là-bas, c'est loin. Et puis maintenant c'est sous leur fenêtre. L'insécurité, l'islamisation, le trafic de stupes, la saleté. Ah oui, tiens, finalement peut-être que le Front National, le Rassemblement National, n'avait pas si tort. Et donc c'est vrai que, à partir du moment où vous passez de 15 à 37, ou 35, 37, c'est qu'il y a des électeurs qui viennent d'autres chapelles. Mais il y a quand même, malgré tout, je dirais, une colonne vertébrale historique et qui se régénère, qui se renouvelle, qui se développe, qui est de droite. Parce qu'encore une fois, être de droite, c'est pas une maladie. Et il ne faut pas écarter cette composante essentielle.
Mais avoir cette composante essentielle ne doit pas exclure ceux qui viennent d'ailleurs et qui vous disent je viens de la gauche, mais ils ne sont plus de gauche. Ils ne sont plus de gauche. Ils rejoignent donc le camp national. Moi, je me plais encore à rappeler ce qu'était le... On va dire, il est encore nostalgique, il n'arrive pas à couper avec le passé, mais moi, je crois un camp national qui se qualifiait autrefois de droite nationale populaire et sociale. Voilà, droite nationale, populaire et sociale. On peut être un CSP+, on peut être chef d'entreprise en faisant partie du peuple. Hein. Être populaire, ça ne s'adresse pas seulement à des catégories professionnelles qui ne seraient pas les plus élevées. Ça rassemble tout le monde. Voilà. Le Rassemblement national, ça rassemble tout le monde. Je crois qu'on ne peut pas nier qu'il y ait, encore une fois, une ossature de droite. Alors pour terminer cet entretien, Stéphane Ravier, depuis le 9 juin, malheureusement, la France vit une situation politique assez chaotique, que ce soit au niveau parlementaire et exécutif. Vous, aujourd'hui, qu'est-ce que vous préconiseriez pour en sortir ? Il est certain qu'Emmanuel Macron nous a mis dans dans la panade institutionnelle en ayant dissous... alors Emmanuel Macron, qui pensait peut-être que ce qui se dit là, c'est penser que le Rassemblement national allait obtenir une majorité et qu'il y aurait un Premier ministre issu du Rassemblement national, vraisemblablement Jordan Bardella, et qu'à partir de là, ce n'est plus lui qui aurait pris la foudre populaire, en tout cas institutionnelle, enfin, médiatique. La cible aurait été le gouvernement, et à travers lui le Rassemblement national. Mais la gauche a empêché le choix démocratique de s'exprimer de façon cohérente, puisque c'est le Rassemblement national qui a remporté ces élections au premier tour. Ensuite, ce sont les magouilles d'entente entre la gauche et la droite, et de la pseudo-droite. Vous avez Édouard Philippe qui vous dit que je préfère voter communiste que Rassemblement national. Vous avez LFI qui appelle à voter pour Darmanin ou pour des ministres... enfin pour des gens qui étaient jusqu'alors ministres et qui étaient la cible de LFI qui appelle à voter pour eux ensuite. Ça n'a pas de sens. La magouille de l'entre-deux tours a empêché le vote populaire d'être concrétisé par une victoire du Rassemblement national. Mais ça, c'est le scrutin majoritaire de tour qui malheureusement le permet. Donc comment sortir de cette situation de blocage institutionnel ? À part la démission de Macron, je ne vois pas comment on peut en sortir. Parce que même s'il y avait une dissolution, et encore je ne sais même pas si elle est possible aujourd'hui techniquement, mais avec ce système à deux tours, on n'est même pas encore certain qu'il y ait une majorité qui se dégage, une majorité Rassemblement national. Parce que c'est la seule qui pourrait, Rassemblement national et ses alliés. Il n'est pas certain que l'on puisse échapper à ce barrage de l'entre-deux tours qui serait sans doute moins fort. Mais il serait peut-être encore efficace. Donc Emmanuel Macron, la seule solution, c'est qu'Emmanuel Macron démissionne. Mais il ne le fera pas. Il ne le fera pas, il a été réélu. Il a été réélu pour 5 ans. Et il s'accrochera jusqu'au bout. Donc je pense qu'on est condamné, s'il n'y a pas de dissolution qui pourrait, mais ce n'est pas sûr, permettre d'obtenir une majorité pour le camp national. On est condamné, à subir l'instabilité et donc l'aggravation de tous les problèmes. De la dette, de la surfiscalité, de l'immigration, parce qu'aucune décision n'est prise. Et lorsque les décisions sont prises, ce sont toujours par les mêmes, malheureusement, c'est-à-dire ceux qui sont encore aux manettes, c'est-à-dire l'extrême centre. Stéphane Mais il faut garder espoir. Eh bien, merci beaucoup pour cet entretien. Merci pour votre invitation. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt.